Il n'y a pas simplement les arbres qu'on a abattus, on a supprimé la sociologie des villages, quoi. Ça a tout modifié, absolument tout modifié. On est parti à fond dans l'agriculture intensive, hein. Donc les tracteurs sont arrivés, le fait de ne plus pouvoir courir dans les chemins creux, de ne plus pouvoir monter aux arbres, escalader les fossés, les talus, nous on courait la campagne. Moi jusqu'en 6e, on était tout le temps dehors, on ne vivait pas à l'intérieur de maison. Les enfants, nos jouets c'était les feuilles, c'était les tiges des arbres, les écorces, les mousses, c'était ça nos jouets. Ça invite aussi à passer plus de temps dehors et être encore plus en lien avec son environnement. Le fait de vivre en camion au début ici et tester des petits habitats. Je me sens mieux, beaucoup mieux. J'ai besoin d'aller dehors quoi, et pas rester enfermé, quoi. Et du coup, notre système nerveux analyse constamment nos environnements en fonction ou non de la qualité du vivant qui nous entoure. Moi, je pense que c'est une nécessité pour l'équilibre de la santé humaine. Et les gens vont très mal. On est fait pour vivre dans la nature. On est fait, moi, je pense. Donc on s'est installé juste à côté du Jardin des Saules, où il y avait un projet de lotissement, où il y a une grande ligne de chênaies magnifique. Et ça aurait été rasé. Et grâce à notamment un élu qui ont proposé justement une alternative, créer un hameau léger à la place d'un lotissement au maire. Et il a accepté parce qu'il a dit ok, mais proposez-moi une alternative. Pourquoi aborder la question de l'habitat dans un podcast sur l'agroécologie ? L'habitat individuel, maison avec jardin, est le principal facteur d'artificialisation des sols en France et dans de nombreux autres pays. Nous construisons nos maisons sur les terres qui autrefois étaient des agro-écosystèmes nourriciers. Les lotissements, il y en a sûrement un qui se construit en ce moment près de chez vous, concentrent les habitats. Les parcelles agricoles pour nourrir toutes ces personnes sont concentrées ailleurs, de plus en plus loin de nos lieux de vie. Les infrastructures permettant le transport de notre nourriture vers nos habitats sont aussi un facteur de destruction des terres nourricières. L'autre raison pour laquelle j'aborde ce sujet ici, c'est que la question de l'habitat paysan est soulevée depuis 10 ans par des associations comme le réseau Civam ou Terre de Liens. Habiter sur sa ferme est nécessaire, voire essentiel lorsqu'on est éleveur ou éleveuse, et même lorsqu'on a d'autres productions. Pourtant, la difficulté à se loger est un frein de plus en plus important à l'installation. À l'échelle de petites fermes, la capacité à investir dans des logements est très faible. Et puis lors d'une transmission de ferme, il est souvent difficile pour les cédants de quitter un domicile où ils ont passé toute leur vie, et les conditions de retraite très précaires des agriculteurs et agricultrices rendent leur relogement hors de la ferme compliqué. Il peut être alors tentant de vendre sa maison à des non-agriculteurs-agricultrices au prix du marché immobilier périurbain ou de la résidence secondaire. Mais alors, qui aurait envie de reprendre une ferme sans logement ? Enfin, les fermes paysannes accueillent souvent des stagiaires, woofers, saisonnières, saisonniers. Disposer d'habitats réversibles sur la ferme est alors nécessaire pour un accueil confortable en toute saison. Et puis l'agroécologie ne concerne pas que les fermes dites commerciales. Si vous êtes gardienne, gardien d'une ferme vivrière, d'un jardin, d'un lieu qui développe une forme d'autonomie, vous êtes peut-être aussi à la recherche d'un habitat peu onéreux, écologique et qui n'artificialise pas la terre. L'association Hameau Léger accompagne la création de lieux de vie participatifs et accessibles avec zéro béton au service d'une ruralité vivante. Hameau Léger a intensément fertilisé ma quête personnelle de recherche d'un habitat qui me convienne. C'est donc avec l'intention de réaliser un reportage pour vous partager les réponses à mes questionnements que je me suis rendue pour la 2e fois au Festival des Palourdes organisé par l'association. Je me suis dit aussi que je me devais de vous faire profiter de l'expérience unique des Palourdes et vous donner envie de vous rendre à la prochaine édition en mai 2026. Dans les 4 épisodes, nous aborderons les questions suivantes. En quoi habiter léger change notre rapport au vivant ? Avec Marie-France et Clément, le Jardin des Saules et l'éco-centre de Hameau Léger, ainsi que Paloma. Faut-il désobéir pour habiter la terre ? Comment appréhender la législation des habitats légers et notamment des habitats paysans ? Avec Jonathan et Caroline de la Désobéissance Fertile et Guillaume de la Fédération des Habitats Réversibles.
Comment un maire peut-il encourager l'habitat léger sur sa commune, avec Jean-Louis Nogue, maire de Saint-André-des-Eaux? Et enfin, autoconstruire son habitat. Est-ce que tout le monde en est capable? Comment se faire accompagner? Ce reportage s'adresse aussi bien aux paysans, paysannes, aux personnes qui souhaitent faire évoluer leur manière d'habiter, aux décideurs, maires, sénatrices, députés, aux organisations agricoles et à toute personne souhaitant se questionner sur la place de nos habitats. Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la série Habiter la Terre. Et il est ma contribution d'adhérente à l'association Hameaux Légers. Il a été réalisé grâce au soutien de donateurs et donatrices pendant le financement participatif de cette saison. Aujourd'hui, je souhaite remercier en particulier Alix, Sophie, Axel, Hélène, Maria, Frédéric, Arnaud, Johanna, Nicolas et Claire. Belle écoute. Habiter. Définition de 1762. Zone ou région où une plante ou un animal pousse ou vit naturellement. C'est en 1854 que l'on donne pour la première fois à habiter le sens général que l'on connaît aujourd'hui de lieu de résidence. Alors, je vous invite à vous poser cette question. À quoi reliez-vous le terme habiter ? C'est en vivant en yourte pendant 6 mois que j'ai intégré dans tout mon être la puissance de l'habitat léger. Le lien aux éléments et aux êtres vivants autour de moi n'a jamais été aussi présent, transformant toujours un peu plus mon lien au vivant. C'est pour cela que j'ai choisi de commencer cette série par ce thème. À Saint-André-des-Eaux, dans les Côtes-d'Armor, Marie-France a créé et a pris soin du Jardin des Saules avec son mari Jean-Pierre pendant 20 ans. Le jardin est né en 2023 sur un champ de maïs. La terre était très dégradée. Ils y ont vécu plusieurs années avant de céder ce terrain d'1,2 hectare à l'association Hameaux Légers qui y a installé ses bureaux et les habitats légers de démonstration. Marie-France a transmis à Clément la gestion du jardin. Clément vit à 50 mètres de là, dans le village du Placy, premier hameau léger créé en France. Il accueille 8 foyers en habitat écologique, avec des espaces partagés entre voisins. Ce hameau léger a été réalisé en partenariat avec la commune. J'ai aussi interviewé Paloma, qui a réalisé un mémoire sur l'influence du sensoriel, et notamment l'environnement dans lequel on vit, sur notre développement, l'état de notre système nerveux et donc notre capacité d'attention et notre capacité à œuvrer. Dans cet épisode, les oiseaux qui chantent illustrent la transition de ce champ agricole en monoculture vers une forêt jardinée habitée par les humains et autres qu'humains. L'épisode étant réalisé pendant le festival des Palourdes, il y a du mouvement sur le site et on entend un peu la débroussailleuse. On est au Jardin des Saules. Bonjour Marie-France et Clément. Merci Bonjour. de prendre ce temps avec moi dans le podcast Agroécologie voyageuse. Donc il y a 23 ans, Marie-France et ton mari, vous êtes arrivés sur cet ancien champ de maïs qui était en agriculture conventionnelle, dans le petit village de Saint-André-des-Eaux dans les Côtes-d'Armor. Et on est ensemble aujourd'hui, alors que le festival annuel de l'association Hameaux Légers, le festival des Palourdes, commence. Et on va aborder cette question ensemble, c'est quoi habiter la terre et comment le fait de vivre en habitat léger peut changer notre rapport au vivant. Pour commencer, j'aimerais vous demander, c'est quoi habiter la terre pour vous aujourd'hui ? Habiter la terre, pour moi c'est déjà s'ancrer sur un territoire avec bien sûr une maison d'habitation et aussi se lier à son environnement, pas juste avoir sa maison et ses activités, mais être acteur direct autour de sa maison, avoir un impact bénéfique en jardinant, en plantant. Il n'y a pas que l'habitat en soi, je dirais. Il y a aussi tout ce qui entoure l'habitat, justement, l'environnement et le fait d'être ancré sur un lieu. On peut justement régénérer les vivants comme ici, transformer en fait notre environnement. Ça pour moi, il y a aussi le contexte
social, le fait d'habiter, on a le lien humain aussi, et recréer aussi de la solidarité, le fait d'être habité aussi à plusieurs, pas juste l'aspect individuel, mais comme j'habite en collectif, il y a aussi ce côté de lien humain, ouais. Donc tu es arrivé dans l'association il y a 4 ans, Ouais. en tant que service civique, et petit à petit tu as décidé de construire ta maison à côté du Jardin des Saules, donc dans le hameau du Plessis. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'historique ? Alors à la base, quand on est arrivé dans le village avec l'association nationale, chercher en fait un lieu pour s'installer. La commune justement elle avait un projet à la base de lotissement pour un collectif d'habitants, et à la fois il y avait un projet de reprise d'un café associatif. Et donc ils ont fait appel à nous, et ils ont aussi en parallèle proposé, bien sûr, ils ont dit pour l'association nationale on peut proposer un terrain qui a été proposé pas au Jardin des Saules mais à un autre lieu, mais ça ne s'est pas fait. Mais justement je suis venu via ce biais-là, via le collectif. Donc on s'est installé juste à côté du Jardin des Saules où il y avait un projet de lotissement, où il y a une grande ligne de chênaies magnifique, et ça aurait été rasé. Et grâce à notamment un élu, Jean-Pierre et Maël, qui ont proposé justement une alternative, créer un hameau léger à la place d'un lotissement au maire. Et il a accepté parce qu'il a dit ok, mais proposez-moi une alternative. Et donc ça s'est lancé comme ça. Okay. Donc on s'est installé sur le terrain communal de 5000 m². Et ça fait maintenant 4 ans qu'on est installé. Et on a tous aussi construit nos maisons. On s'est installé, on est à 8 foyers sur 5000 m², une belle densité, mais on a un bâtiment commun où on mutualise beaucoup d'espace, d'équipements, et il y a une belle convivialité. Et aussi en lien avec l'association, j'ai repris, suite à la reprise de l'association du Jardin des Saules, j'ai repris l'entretien du jardin que Marie-France et Jean-Pierre ont créé. J'ai pu voir après 20 ans, toute la beauté du jardin, et surtout la maturité, le fait qu'il produit énormément de végétation et de biomasse, c'est assez impressionnant. Donc j'étais assez fasciné. Je me suis, au fur et à mesure, aussi passionné par le vivant, parce qu'avant j'étais beaucoup moins observateur, et maintenant ça me passionne. Ok. On pourra peut-être un peu parler tout à l'heure de comment tu as construit ta maison. Oui. Que tu es en train de construire, vous avez fini. Oui, encore, ouais. Tu habites dedans? Oui, j'habite. Oui. C'est bien. Est-ce que du coup tu as pu réfléchir un petit peu à ce que c'est pour toi habiter la terre, Marie-France, et puis tu peux en profiter pour te présenter, tu vois. Habiter la terre, la terre c'est notre maison. Donc pour moi il faut vraiment obligatoirement en prendre soin, et on est très nombreux à habiter la terre. Que ce soit les espèces végétales, les animaux, nous, on est au même titre que les animaux, que les végétaux, on n'a pas plus d'importance. On est important évidemment, mais on n'a pas plus d'importance. Donc je pense que il faut prendre absolument conscience du respect qu'on doit apporter à notre maison, et savoir l'habiter correctement. Et c'est pas trop... on peut dire qu'on n'est pas en très bonne position actuellement, et les choses se dégradent relativement vite. Cependant, il faut garder confiance, je pense. Moi, ça me paraît évident. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je suis d'un milieu paysan. Et donc, j'ai toujours eu des jardins autour de moi. Dans mon enfance, c'était avant le roman, après la guerre. Donc moi, j'ai connu vraiment la campagne bretonne avec les talus, les petits champs, les talus. Ça n'existait pas, la monoculture. Ça, c'est arrivé beaucoup bien après, quoi. Et j'avais la chance, quand j'étais enfant, d'avoir une ferme tout à fait à côté de notre maison. Et ma grand-mère qui nous a élevés, mes frères et sœurs, donc on vivait un petit peu en autonomie. On avait 5000 m², et c'est vrai qu'à l'entrée de l'hiver, la cave et le grenier c'était plein. À la cave c'était les châtaignes, c'était au grenier les châtaignes, avec le grain pour les lapins et les poules. Il y avait les oignons, les échalotes, etc. Et puis la cave était remplie de conserves, il y avait les pommes de terre, donc on était vraiment autonomes.
par nécessité de toute façon, mais la plupart des gens de notre village, c'était ça, c'était le cas. On parle de permaculture, mais la permaculture existait déjà dans les villages. Cette espèce d'entraide entre les familles, c'était courant, quoi, je veux dire, c'était même nécessaire. On disait toujours que le voisin était plus important que la famille, que les cousins qui habitaient à 10 km. Et 10 km pour les gens de mon village, c'était déjà presque l'étranger, quoi. Et donc, bon, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette nature, j'ai besoin de cette proximité avec les végétaux, avec les oiseaux, avec les insectes. Moi, c'est vital pour moi. Donc, je ne me pose pas la question. Ce que j'aimerais, il me semble que moi, ça m'apporte tellement de bonheur, ça, qu'il me semble que c'est vital de transmettre ça aux enfants, à la jeune génération. Parce qu'à partir de l'instant où les enfants peuvent nommer les choses, reconnaître un insecte, nommer une plante, à partir de l'instant où on nomme une plante, par exemple, on l'aime. On apprend à aimer les choses comme ça. On aime nos enfants parce qu'on les connaît parfaitement. Et donc, je pense que c'est essentiel de transmettre le peu qu'on sache, le peu que moi je sais, j'aime assez le transmettre. Et c'est ça pour moi, habiter la terre, c'est l'aimer, c'est aimer la terre. Donc tu as vu le remembrement de tes yeux ? Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Moi, j'ai un souvenir de... J'étais encore en primaire et ça a été très violent en Bretagne, le remembrement. Il y avait une nécessité d'agrandir les champs, ça c'était évident, et c'était des toutes petites parcelles. Donc, mais là, ils ont rasé les choses. Parce que moi, de mon village, on ne voyait absolument pas l'église du bourg. Alors qu'après le remembrement, maintenant, on voit non seulement l'église du bourg, c'était Tréverien, ça s'appelait, mais on voit Plugnoc, on voit Saint-Domingue, on voit tous les bourgs environnement, on voit quasiment tout le canton. Et donc, bon, et ça fait mal. Il n'y a pas simplement les arbres qu'on a abattus, c'est qu'on a supprimé la sociologie des villages, quoi. Ça a tout modifié, absolument tout modifié. On est parti à fond dans l'agriculture intensive, donc les tracteurs sont arrivés. Il y avait des choses, il fallait faire des choses, c'est évident. Mais rayer de la carte toute une sociologie, toute une histoire, et puis une manière de vivre, ça a été très violent. Moi, j'ai vécu ça. Bon, en étant enfant, on ne prend pas conscience réellement de ce qui se passe. C'est juste des perceptions, des espèces de petites choses. Le fait de ne plus pouvoir courir dans les chemins creux, de ne plus pouvoir monter aux arbres, de ne plus pouvoir escalader les fossés, les talus. On ne pouvait plus jouer de la même façon. C'était tout bête, hein, ça paraît ridicule de dire ça, mais c'était important. Nous, on courait la campagne. Moi, jusqu'en 6e, on était tout le temps dehors. On ne vivait pas à l'intérieur de maison. Les enfants, nos jouets, c'était les feuilles, c'était les tiges des arbres, c'était les écorces, les mousses, c'était ça nos jouets. Et on s'ennuyait jamais, jamais. Moi, je ne me rappelle pas m'être jamais ennuyé. On s'amusait comme des fous. Vous habitiez vraiment la terre. Ah mais complètement, complètement. Créer ce jardin, c'était, tu disais tout à l'heure... C'est me soigner, puis c'est soigner quelque chose en moi, je pense. Ouais. Parce que moi, je veux retrouver le jardin de ma grand-mère, en fait. C'est une nécessité. Je suis peintre aussi, donc j'ai besoin d'un certain esthétisme autour de moi, une certaine harmonie. Je parle même plus d'harmonie. Et dans un jardin, c'est une bonne méthode, c'est un bon outil, le jardin, pour retrouver l'harmonie. Là, c'est la mare, à un niveau fluctuant, qui est rempli de saules. Oui. Écoute, pourquoi pas. Donc c'est une mare qui est dans un stade qui se referme. Voilà. Elle est remplie d'eau l'hiver, l'eau part même... vers l'extérieur. Enfin, il y a un système dans le jardin, je ne sais pas si on peut parler du jardin, mais il y a un système de circulation de l'eau où tout ce qui nous arrive du ciel, tout ce qui arrive sur le terrain ne doit pas partir, donc ça doit s'infiltrer. Donc il y a des petites noues paysagères, il y a un jardin d'infiltration, ça sort ici, normalement il y a un tuyau sous la terre là, qui arrive dans la grande mare.
Et vraiment, en dernier recours, quand vraiment il y a des pluies très 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 importantes, l'excédent peut partir dans les fossés communaux. Mais c'est rare. Hein. Quoique il a quand même bien plu cet hiver. Ah si, il y avait des hivers où ça, il a débordait. Plu, oui, il a beaucoup plu. Ouais. Des inondations. Pour qu'on ait quelques éléments de contexte, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était quand vous êtes arrivé et nous décrire comment vous avez commencé? Oui. Donc c'était un champ nu, c'était une terre agricole en agriculture intensive. Donc c'était, je pense, des rotations. Il y avait rarement du blé, à mon avis, il y en a quasiment jamais eu sur ce terrain. C'était principalement du maïs, je pense. La dernière année, heureusement, il y a eu un champ de facélie. Donc là déjà, c'était un petit peu plus doux. Donc nous, on est arrivés, donc il n'y avait rien. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien du tout. Il y avait quelques chênes très jeunes que la commune avait plantés sur le pourtour, tous ceux qui sont en dehors des talus. Ah oui. Et donc la première chose qu'on a faite, le premier hiver, donc on a recréé, on a fait 2 talus, un chemin creux avec 2 talus, et il y a 600 mètres linéaires de talus, et on a donc planté 600 espèces d'arbres et arbustes, et on a complété par le petit talus, ce que j'appelais le talus privatif, là, où j'ai mis une 60aine d'espèces, qui n'étaient pas pris en compte parce qu'il fallait que le talus borde les champs agricoles pour que ce soit pris en compte. Donc j'ai passé le premier hiver avec l'aide de mon beau-frère aussi qui est beaucoup venu m'aider. Mais c'était des tout petits sujets et c'est ce qu'il faut sur ce genre de terrain. Parce que c'est une terre hydromorphe, donc c'est gorgé d'eau. C'est une terre argileuse très très lourde avec la présence de prons. Je ne sais pas si vous connaissez, de poudingues, ce qu'on appelle le pron ici, mais c'est du poudingue, sont un conglomérat de roches éruptives et avec le fer qui migre et ça donne un petit peu comme des plaques de béton. Okay. Et ça, c'est d'une manière très aléatoire. On peut en trouver, là par exemple, je ne pense pas qu'il y en ait là, mais bon, il pourrait y en avoir. Mais ça peut se trouver à 20 cm du sol, mais ça peut aussi se trouver à 1 mètre du sol. Donc quand on plante, il y a toujours le risque de se retrouver 10 ans après avec un végétal qui peine énormément et qui va mourir même, parce que j'ai un poirier qui est mort dans le verger. Et donc l'hiver, il y a de grandes plaques et donc il peut y avoir de l'eau. Il y a énormément d'eau dans le jardin l'hiver. Donc voilà, parce que là je trouve qu'on a beaucoup de chance là. Oui. Et ça, c'est sec, ouais. C'est déjà au mois de mai. Les arbres aussi beaucoup absorbés, le fait d'avoir créé oui, évidemment. Mais pas suffisamment parfois parce que justement comme la terre est très hétérogène, il y a des endroits où les arbres, où les racines n'arrivent pas à trouver leur place, où elles ne sont pas en suffisamment grand nombre pour absorber toute l'humidité et toute la pluie. Et finalement, pour une terre qui était assez difficile, en 22 ans, oui. C'est incroyable. Ah oui, mais moi j'ai confiance, je pense. Oui, mais à partir d'un moment où on lui fiche la paix, la terre, elle peut se renouveler, elle peut se guérir. Au début, moi j'étais très affolée par les plantes sauvages. J'avais la première année, c'était très beau, je l'ai laissé, mais j'ai eu de la matricaire partout. Et la deuxième année, j'avais du rumex. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je vais avoir des problèmes. Et puis j'ai entendu parler de la place des plantes sauvages dans la gestion des sols avec du cerf. Et donc là, ça m'a vraiment soulagée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est top quoi. En fait, j'ai du liseron et j'ai du rumex parce que les racines sont extrêmement profondes et fractionnent le sol et vont chercher les éléments nutritifs très, très profondément pour les ramener. Elles soignent. Ces plantes-là sont là pas par hasard. Elles sont là pour soigner la terre. Et donc à partir de l'instant où on comprend ça, on finit par toutes les aimer. Hein. On se dit, c'est chouette quoi. Et j'ai eu donc le rumex, j'ai eu le liseron, après j'ai eu la renoncule, il y en a encore dans mon nouveau terrain, c'est pareil, j'en ai beaucoup aussi. C'est très beau d'ailleurs, il y avait un champ de renoncule il n'y a pas longtemps. Donc ça ne m'affole pas moi, et à partir de l'instant où la terre recommence à s'équilibrer, à retrouver une bonne structure, ces plantes-là, elles disparaissent, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc ça ne sert à rien de se battre contre des moulins, ça ne sert à rien. Il faut laisser faire la nature, elle est très très résiliente, très. Ça fait 4 ans donc que tu t'occupes plus 3 ans, du jardin. 3 ans. Oui.
plus du jardin. Dans les 21 ans, 20 ans où tu t'en es occupé avec ton mari, comment il s'appelle déjà ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, excuse-moi. Est-ce qu'il y a eu des moments clés où vous avez vu qu'il y a eu des étapes qui ont été franchies, ou même dans la gestion, dans le travail, dans l'énergie du métier ? C'est évident que les 10 premières années, c'est beaucoup de travail. Faut pas... Mais comme moi, c'est tellement de plaisir que j'ai oublié la notion de travail. C'est peut-être pour ça, quand j'ai transmis au jardin, à Meaux Léger, j'ai peut-être pas été assez clairvoyante en disant mais vous allez devoir travailler pas mal quand même. Pour moi, je disais bon voilà, c'est un bébé et puis on s'en occupe, c'est un vrai plaisir. Et donc, pour revenir aux étapes, donc, ça apprend la patience. Il faut être extrêmement patiente. Moi, je ne le suis pas, mais bon, le jardin m'aide pour ça. Il faut vraiment... Les talus, on a attendu 7-8 ans avant que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Ça ne bougeait pas, quoi. Donc, et je ramenais du BRF, j'ai ramené des tas de choses. Je m'en suis occupée, mais vraiment, ça ne prenait pas de hauteur. Et puis... 7, 8, 10 ans, là vraiment, là ça a explosé. Quand l'enracinement s'est fait, là les plantes, elles en ont mis vraiment un coup. Elles se sont dit, il faut vraiment qu'on lui fasse plaisir, elle le mérite. Et donc voilà, et ça a grandi. Parce que je vois le Nissa, la Sylvatica, je l'ai acheté, il était tout petit, c'était grand comme ça, quoi. Donc ça a mis un temps fou, le Nissa, vraiment. Ah bah oui, je pense, 7-8 mètres. Le Parotia, c'est pareil. Il y a un noyer d'Amérique derrière. C'est pas que je cherchais pas spécialement à mettre des arbres de collection. Je suis pas trop collection, mais au départ, avant de planter, j'ai quand même mis plusieurs mois où vraiment je me suis penchée sur les espèces qui pouvaient se plaire dans ce genre de terrain. Il fallait que ce soit les bonnes espèces au bon endroit. Et donc pour ça, il faut quand même... il y a des années, quand j'ai eu mon premier jardin au presbytère, j'avais acheté un guide botanique parce que je pense que la base, il faut apprendre à connaître les plantes sauvages déjà. Parce que toutes les plantes horticoles découlent de plantes sauvages. Donc, et comprendre ce que ces plantes-là, quelles plantes aiment tel terrain, telle exposition. Il faut pas amener une plante de terre de bruyère dans ce jardin-là, c'est pas possible. Donc j'avais quand même pas mal de choix, mais de ce côté-là, je voulais un prélé flamboyant, donc je voulais de la couleur à l'automne. Donc je suis partie vers des espèces un petit peu recherchées, disons moins communes, quoi. Mais bon, je regrette pas. Ce jardin, c'est un mélange de plantes extrêmement communes, les plantes qu'on trouve partout ici, comme le chêne pédonculé, le frêne, les saules, etc. Il y en a partout sur la commune. Il faut comprendre que ces plantes-là, elles vont se plaire, ça va être la base du jardin. Et après, on peut se faire plaisir, on ramène d'autres espèces qui viennent d'ailleurs, et puis et quand même comprendre, essayer d'être sûr qu'elles vont quand même se plaire, qu'on ne va pas leur amener quelque chose qu'elles n'aiment pas. Et visiblement, elles se plaisent. Je n'ai pas fait de mauvais choix. J'en ai fait forcément, j'ai fait des erreurs. Hein. J'avais mis au tout départ un quercus, je ne sais plus quel quercus. J'ai mis le Phélos, lui il se plaît beaucoup. J'avais mis un autre chêne, le chêne des marais bien évidemment se plaît. Mais de temps en temps, au début, j'avais mis un grand Polonia, j'avais acheté grand carrément, je me dis, allez hop, il va se plaire, mais il est mort tout de suite, hein, parce qu'il n'a pas aimé. Hein. Ici, il faut vraiment planter tout petit, tout petit. Ouais. Et peut-être on peut juste observer et cheminer un petit peu, et que vous... tu vois Clément, j'essaye de comprendre comment on peut associer les deux visions, parce que toi, tu t'es occupé du jardin pendant 1 an. Oui. Comment tu t'es introduit dans cet écosystème ? Est-ce que tu avais déjà des connaissances ? Est-ce qu'il a fallu que tu apprennes tout ? Tu vois, comment tu es arrivé et comment tu t'es relié à ces plantes et comment tu as appris à converser avec elles pour entretenir ce jardin ? Oui. C'était pas facile pour toi. Non, c'était pas simple. Mais... Parce que je suis autodidacte et j'ai appris beaucoup en fait grâce à ce jardin. Ouais. Bien sûr, je me passionnais de plus en plus, donc via aussi des lectures et aussi à la base je viens d'un milieu plutôt intérêt, je faisais pas mal plutôt de maraîchage. Ouais. Et après je me suis intéressé beaucoup aux plantes sauvages. Je t'avais laissé aussi un classeur parce que j'ai répertorié
toutes les espèces du jardin. Et grâce, 4 ou 5 000. Donc ça aide un petit peu par 4 ou secteur. 5 000 espèces. Oh, Oui. Non, pas espèces, non. sujet. Sujet, En ouais. espèces, il y en a 1000, 1500, je pense. Grâce aussi à tous ces documents, c'était une vraie bible et j'ai beaucoup appris. Ouais. Bon, c'était pas- Apprendre aussi les noms, à les reconnaître. Le fait d'être en face d'elle et savoir aussi sur la taille aussi, Marie-France, tu un m'as petit peu. pas mal transmis. Ah, c'est sûr que le jardin ayant 20 ans, un jardin quand il a 20 ans, il commence, je ne vais pas dire c'est le climax, mais il commence quand même à arriver à une certaine maturité. Et la taille intervient beaucoup plus qu'au départ, forcément. Oui. Au départ, les 15 premières années, tu plantes, et puis tu oublies que 15 ans après, il va falloir tailler. Oui. Et donc, quand je suis arrivé, oui, moi, j'avais aussi pas une énorme expérience dans la taille, et aussi j'étais peut-être un peu timide aussi, je pense, par recul de la taille, avoir peur d'être trop interventionniste, et au final, je pense qu'on a quand même... Faut pas l'être trop, je pense pas. Pas l'être trop, bien sûr. Parce que l'autre jour, il m'a fait peur, c'est que dans les bocagères, passer lamier. Ah non, oui. Je comprends. Non, pas trop. Non, je pense qu'il faut vraiment, il faut le faire avec beaucoup d'attention quand même. Je veux dire, moi le jardin, en fait, je l'ai monté, moi comme je suis peintre, donc comme on monte une toile par petit espace et me dire tiens. Reculer, regarder, observer, beaucoup observer. Et puis après, l'entretien, tu l'apprends sur le tas. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est expérimental, l'entretien. Oui. Et donc, quand tu fais une bêtise, en général, tu payes tout de suite le retour, là, qui est généralement pas bon. Elle réagit, la oui, plante. Oui, elle réagit. Donc en fait, mon mari qui était conseiller municipal est avec un autre conseiller municipal qui s'appelle Maël, qui fait de l'éco-pâturage, qui est juste à côté là. Et ils ont participé à une réunion de Bruded. C'est une association régionale qui s'occupe de dynamiser les bourgs, hein, je pense, hein, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. C'est une association qui a au moins 20 ans, je crois. Et donc il y avait une réunion où il y avait pas mal d'acteurs, donc beaucoup de municipalités, des conseillers municipaux, etc., des techniciens, et il y avait Léa Molléger, donc il y avait Sévac peut-être, et puis il y avait Xavier. Et donc au cours de la conversation, en parlant, je pense, en dehors du thème de la réunion, je pense que c'est peut-être en mangeant, ou je ne sais pas trop. Enfin, ils ont réussi, Jean-Pierre et Maël ont parlé avec Xavier. Et donc Xavier leur a expliqué qu'ils étaient installés, c'était à Lancieux je pense, mais c'était tout à fait provisoire et ils cherchaient un lieu pour atterrir. Et donc mon mari a dû leur dire, venez à Saint-André et expliquer le projet et puis on va voir ce qui est possible et si c'est possible ou pas possible. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils sont venus, Xavier est venu peut-être avec Sévac. Et donc ils ont rencontré le maire et les choses se sont mises en place pas si facilement que ça, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui était vraiment opposée, et méchamment opposée, et donc ça a été un peu difficile pour eux, parce que, et puis le temps que ce soit au niveau, les lois, etc., comment la commune pouvait vous installer et vous donner l'opportunité de créer quelque chose réellement, ça a été assez compliqué. Et donc il y a eu une pétition, bien évidemment, ça a été très loin. Et donc vous avez été courageux parce qu'il a fallu que vous teniez le coup, vous étiez logé plus ou moins bien, toi d'ailleurs pire que tout le monde, c'était dans ton camion et un hiver dans le camion c'était pas très drôle. Et donc ça demandait au moins un an, si c'était plus. Hein. C'est là où ils ont parlé de bail amphithéotique. Et c'était pas évident non plus pour le maire et puis pour les conseillers municipaux. C'était Jean-Louis Noël. Pas évident parce que c'était tellement novateur, tellement hors des sentiers battus que c'est évident que tout ce qui est inconnu comme ça, les gens en ont peur à la campagne. Enfin, particulièrement dans les espaces à la campagne. Et donc finalement, ils ont tenu bon, vous avez tenu bon. Le maire, le conseil municipal, ils ont tenu bon. Et à ce moment-là, en parlant, nous donc... notre projet à Jean-Pierre et moi, c'était quand même de partir parce que ça devenait trop important pour nous. On vieillissait et puis en plus Jean-Pierre donc est tombé malade
sérieusement malade. Et donc, en parlant, Xavier nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne nous vendriez pas le lieu? Parce que nous, on cherche à s'installer vraiment pour avoir le siège social de notre association. Et ça correspondrait assez à notre projet. Et finalement, ça s'est fait, nous, c'est-à-dire que soit on attendait la meilleure opportunité financière et voilà, bon, mais nous, c'est pas trop spécialement, bon, évidemment qu'on voulait vendre et qu'on voulait quand même retirer de quoi continuer à vivre et puis avoir un autre petit projet, quoi. L'idée, nous, c'était de transmettre, ça nous a paru tout de suite tout à fait cohérent avec ce qu'on était, ce qu'on voulait. Nos idées, c'était vraiment quelque chose de très... On se dit, bon, on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Ça va servir de base et d'outil pour leur projet et pour les visites et faire connaître. Parce qu'il n'y a rien de tel que le modèle, montrer aux gens ce qu'on peut faire. Et notamment, moi, le jardin, c'est évident, c'est montrer, expliquer aux gens que d'une terre agricole extrêmement déstructurée, extrêmement appauvrie, on peut redonner vie. Et la maison, voilà, c'est aussi une maison bioclimatique, solaire passive, donc c'était aussi intéressant au niveau habitat. Pour les hameaux légers, c'était un peu lourd aussi, parce que pour eux, le jardin demande du temps, donc de l'argent, et c'est pas facile. Du coup, Clément, toi, tu t'es occupé du jardin la première année? Oui, donc à la reprise, Marie-France m'a t'a transmis. Oui. Oui. Ça s'est passé comment alors? Bien, je ne t'ai pas trop aidé. Hein. Si, j'ai été là un peu, au la début. première année, Oui. voilà, j'ai un Tu peux raconter un peu comment tu l'as vécu et comment c'était, comment t'as reprendre du coup là où on était tout à l'heure, c'est-à-dire comment t'as pris possession un peu des lieux après quelqu'un qui s'en est vraiment beaucoup occupé. Je me rappelle, oui, on est arrivé en plein hiver, au mois de janvier. Je reprenais et on prenait pas mal de temps avec Marie-France. C'était pas mal une phase d'apprentissage, transmission. Et après, bien sûr, on a commencé aussi à tailler. C'était en plus, comme c'était votre déménagement, oui, j'ai eu peut-être de retard à travailler. Oui. J'ai eu beaucoup de travail au début de taille. Donc, et puis oui, je ne suis pas quelqu'un de très stressé, donc je réalisais pas aussi tout le travail qu'il y avait. Et puis en plus, j'étais qu'à mi-temps. Ouais. Et à la fois, comme c'était une installation, je gérais aussi des choses en parallèle sur les bâtiments et sur l'installation des habitats légers. Donc je ne faisais pas que le jardin. Est-ce que les habitats légers modèles, donc est-ce qu'au début il y avait des gens qui habitaient dedans ou pas? Non. À l'écocentre, non? Non. Et est-ce que du coup les localisations ont été choisies dans des points névralgiques du jardin en collaboration avec toi, Oui. Marie-France? Oui, quand même. On peut peut-être aller voir un Oui, exemple. on peut aller derrière l'église, on va par là. Ouais. Oui, là-bas. Si vous voyez des trucs sur le chemin à dire, n'hésitez pas. C'est tellement beau. Ça y est, on peut même plus passer. C'est génial. C'est devenu un sous-bois, Ouais, en fait. c'est ça. Ça limitera un peu le travail, le fait qu'il y a certains espaces qui vont être moins lourds à porter parce que ça devient un sous-bois et c'est arrivé à un certain équilibre. Avec Tu comprends ce que je veux dire? comme les bocagères. Là, par exemple, autrefois, moi, j'avais pas mal d'entretien parce qu'il y avait plus de lumière. En Parce effet. que maintenant, c'est vraiment un sous-bois, donc ça pousse moins dessous. Puis les bocagères sont installées, donc... Donc ça, planté il y a 23 ans. Oui. Ok. Oui. Ouais. Donc il y a Ça donne de l'espoir. beaucoup d'espèces. Oui. Et en fait, les espèces, les nombreuses espèces qu'il y a sur les bocagères, finalement, elles se débrouillent les unes avec les autres. Ouais. Alors il y en a qui prennent le dessus, tant pis. C'est une évolution normale, je pense. Et puis, il ne faut pas trop avoir peur, quoi. Je veux dire, les arbres se débrouillent. Là, ça a été défoncé Oui. à cause de la phyto. Hein. Oui, les engins, ouais. Oui. Puis ça dépend de l'état du sol, c'est surtout ça. C'était très mouillé quand ils sont passés. Ouais. Donc il y a le champ de Malus, là. Il y a des gens dedans, non? Il y a des campeurs. Ouais, ils installent une petite cabane, je crois, pour les enfants. Ça fait quoi, Quand Marie-France, de voir tous ces gens qui habitent dans... Je préfère ça qu'une résidence secondaire avec une piscine au fond du jardin. Ouais. C'est vivant.
Et oui, ça a du sens que le jardin, il y a beaucoup des personnes qui passent, qui visitent, qui le découvrent. Comment? C'est important que ce soit trop Ah oui, pour moi, il faut public que en soi. tu dois le partager. public. Il faut partager les jardins. Voilà. Donc des habitats, il y en a plus derrière l'église ici, là. Tu peux en parler, Clément, toi mieux que moi, parce que... Oui, il y a 4 habitats dans ce secteur-là, au fond du jardin, où il y a plus de clairières en fait, plus d'espace pour les accueillir. Et justement, ils ont été conçus en fonction de chacun de leur emplacement. À droite, là, il y a une tour. Alors, on appelle la tour parce qu'elle est très, très haute. Comme c'était un espace avec pas une grande emprise au sol, ils ont conçu de manière à éviter aussi d'enlever beaucoup d'arbres, quoi. Vous en avez enlevé peu finalement, Oui, parce que c'est ça. les principales espèces, tout est là, hein, le quilombar, le chêne des marais, voilà. Oui, il y a Ça très faisait peu. longtemps que tu n'étais pas venu ici? Oui, je suis venue la dernière fois, c'était avec Martin, s'il était en train de tailler. Et ça n'allait pas, moi j'en aurais pleuré, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il pleuvait beaucoup, et c'était l'hiver, là ça me réconcilie. Oui. C'est passé quelque chose ce mois-ci. Louis, oui, il a repris, j'ai partagé avec lui, il a envoyé, parce que c'est Louis qui a beaucoup d'expérience, il entretient pas mal d'espaces verts dans des pépinières. Et ouais, il a dit qu'il a fait beaucoup d'heures. Donc là, c'est la maison Pétale, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors oui, la vocation de ces habitats, c'est pour faire de la location avec des chambres individuelles, donc pour que les gens puissent tester les habitats avant de décider quel habitat leur plaise. Et donc ici, par exemple, là, il y a une maison Pétale où il y a une extension, une pétale qui a été faite récemment, et il y aura deux chambres, et au centre, ça sera l'espace de vie avec salon, cuisine. Ouais. Et tous les habitats, le but c'est qu'ils soient quand même autonomes vis-à-vis des réseaux, électricité, eau, récupération d'eau de pluie, pour montrer ce qui est possible. Et ils ont été conçus et construits en lien avec un atelier d'architectes, des jeunes étudiants en architecture qui ont aussi conçu ces habitats. Et est-ce que moi quand je vois ces habitats, quand je vois le hameau du Plessis, je me dis c'est quand même niché dans la verdure, dans la nature, alors co-planté par l'humain, mais qu'est-ce que ça change d'habiter là, quoi, selon vous, par rapport à habiter dans un appart ou même à la campagne, mais dans une maison avec finalement assez peu de cohabitation avec le sauvage? Ça change quoi selon vous d'habiter C'est une histoire de santé Santé humaine. Clairement. C'est un équilibre. Pour moi, les gens n'imaginent pas ceux qui habitent dans les barres d'immeubles, etc. Ceux dont on les prive. Il y a très peu de verdure dans les villes, pas suffisamment. C'est une nécessité. Moi, je pense que c'est une nécessité pour l'équilibre de la santé humaine. Et les gens vont très mal, je trouve. Parce que on est apaisé, on est fait pour vivre dans la nature, on est fait, moi je pense. On ne peut pas être enfermé dans des cages, c'est pas possible. Donc, Clément, tu as habité toujours dans la nature ou... J'ai grandi aussi en campagne, dans une maison familiale, oui. On était quand même à nombreux, 4-5, 100 mètres carrés. Pas petit, mais on avait un jardin, mais je suis aussi de famille un peu aussi paysanne, on avait toujours cultivé la terre, on a toujours fait notre jardin. Ok. Donc tu as l'habitude, ça j'ai change pas l'habitude, grand-chose pour toi d'habiter... Mais j'ai découvert quand même aussi les petits espaces, je trouve aussi, avoir des petits habitats, ça invite aussi à passer plus de temps dehors et être encore plus en lien avec son environnement. Ça c'est ce qui a évolué aussi, le fait de vivre en camion au début ici et tester des petits habitats. Et je trouve, moi je remarque qu'en fait je me sens mieux, beaucoup mieux, j'ai besoin d'aller dehors, quoi.
et pas rester enfermé quoi. Une journée, enfin, je réalise pour ma santé justement. Le week-end dernier, je discutais avec Marie qui habite dans une tiny house, mais vraiment rikiki. Et elle me disait qu'elle a des rencontres tous les jours, elle a des rencontres assez folles avec des animaux, quoi. Notamment un moyen duc qui est venu se poser devant sa fenêtre. Ah, ça c'est génial. C'est des cadeaux en permanence. Est-ce que vous, il y a des petites anecdotes comme ça que vous avez du fait d'être dans un petit habitat et de devoir être souvent dehors ou d'observer dehors, des rencontres que vous avez faites Tous les ans, on avait un pivert qui venait devant la maison, tu sais, là, l'espace le plus dégagé. Ouais. J'ai plein de photos et au printemps, parfois, il y avait le couple et une année, on a même eu le petit. On a eu le mâle, la femelle et le petit. Ça, c'est des cadeaux, ça. Et tous les ans, on avait aussi un lièvre qui venait. Parce que ici, à la campagne, on les appelle des courtillous. Parce que la mère, quand elle fait ses petits, elle les distribue dans différents espaces pour une manière de les protéger. Et nous, elle nous en mettait toujours un dans le jardin. Et ça, j'ai adoré. J'ai pris plein de photos aussi de ce lièvre. Et chaque année, on en avait des nouveaux. Elle avait décidé que c'était un bon endroit pour un de ses petits. Et tu as vu le vivant évoluer au fur et à mesure des années ? Ah bah bien sûr. Ah bah ça c'est tellement évident. D'abord, quand on est arrivé, il n'y avait pas de vers de terre. Quand on plantait quelque chose, j'avais de la caillasse, de l'argile bleue souvent. Et il n'y avait pas de vers de terre notamment. Hein. C'était mort. Hein. Donc ça a commencé par le sol et oui, puis après, oui. comme ça poussait. Ben oui, parce que le sol nourrit la plante nourrit l'insecte nourrit l'oiseau. Et puis voilà, c'est... Et donc c'est un tout. Hein. J'avais jamais vu ça comme ça. On me l'avait jamais dit comme ça. Moi je suis hein. agronome donc je me suis beaucoup intéressée à la terre. Oui. Et puis en fait, finalement, ce qui vit dans la terre, ce qui est le plus bas, nourrit ce qui est le plus bien haut. sûr, Oui. bien sûr. Ouais. Et ça se termine par le prédateur. Et les prédateurs, on les a supprimés. J'adore cet endroit moi. Ah moi, oui. Avec les plantes sauvages, C'est bien. retrouver le côté Qu'est-ce que sauvage. ça a poussé? Vous allez avoir des groseilles cette année, des cassis, tout ça. Ouais. Ouais. Les cardères, elles sont La toujours là. cardère. C'est que je m'en suis acheté une. Tu l'avais ramené, oui, tu as planté et après Ouais. Le cabaret des oiseaux. Et là, tu comprends pourquoi ça s'appelle le cabaret on des voit bien, oiseaux, oui. tu vois. Ça fait des abreuvoirs. Ouais. C'est beau. génial. Tu disais, il y avait un poirier ici qui est Celui du bout, là. mort, ouais. Je l'avais changé, puis ça sert à rien. J'avais abandonné parce qu'il y a un pont dessous. Cassissier, La valériane, pommier, les poirier, verbascum, un peu le verger. les Jardin géraniums, la digitale. Oh là là, les léagnus. C'est fou. Il est énorme, ouais. Ça se mange hein, les fruits de l'élagnus et Benji. La consoude. Ah, la plante magique. Oui, elle est particulièrement belle celle-ci. Celle-ci, La plus Oui. grosse. oui, avec les fleurs bleues. Oui. J'en ai ramené Le aussi cédre. chez moi. Oui. On a fait un petit T'as tablier un avec petit ma espace voisine. devant ta maison sur Devant, le côté. pas encore, mais on a fait, en fait, la terre que j'ai décaissée des fondations oui, pneus, oui. on a fait un talus Ah, d'accord. en bordure Ok. avec T'as planté dessus. avec une anneau, Ouais. Anaïs. Et dessus, j'ai planté, on a planté justement du saulvanier pour D'accord. faire aussi en brise-vue. Oui. Et au pied, j'ai planté plein de couvre-sol, l'amande poivrée, Des mélisse, fraises sauvages. aussi des ribes, enfin oui, Oui. pas des fraises encore, mais la consoude aussi. Ouais. Mais je me suis aussi intéressé, on parle beaucoup aussi de la syntropie. Oui. J'ai donc planté des Moi aussi, j'ai couvre-sols. C'est bien à cause des veaux que je me suis mis vraiment. J'avais vu le livre à Biocop et je l'ai pris. C'est très intéressant. Oui. Tout est, de toute façon, depuis 20 ans. Bienvenue en Saint-Tropie. Oui. Oui, Il je était l'ai à la acheté. Biocop. Ah ouais, Ah, excellent. Oui. Joala, oui, j'ai acheté aussi. À Combourg, je crois, je l'ai trouvé. Et c'est intéressant, ouais, C'est très la intéressant. vision aussi. J'étais boulimique, moi, d'apprendre. Puis je me rends compte qu'en fin de compte, tu sais quasiment rien. Quoi. Au bout de 20 ans, tu te dis, tu sais pas grand-chose. Est-ce qu'il y a eu des inventaires naturalistes dans le jardin des Saules ?
On m'a parlé qu'il y avait une... Oui, récemment, il y a eu des botanistes qui sont passés au niveau de la flore. Ouais. La faune, au début, quand je suis installé aussi, il y a un naturaliste qui est venu faire un inventaire. Ouais. Et ça a donné quoi? Il a dit qu'il y avait une belle richesse. Après, j'ai pas les détails, Oui. mais je trouve ça intéressant de lui aussi peut-être voir l'évolution et de faire faire des inventaires régulièrement. Est-ce que pour la dernière partie, pour clôturer le podcast, vous voulez qu'on aille dans un endroit en particulier pour le petit mot de la fin qu'on a un endroit qu'on n'a pas vu ou juste on reste là comme vous voulez. Est-ce qu'on pourrait aller? Allez, cherche. Cet endroit est magique. Moi, j'adore, oui. L'endroit ici. C'est plus lumineux, c'est sûr. C'est fou, ça c'est du travail ça. En janvier là, parce que tu as les vignes, tu as beaucoup de vignes, tu as beaucoup de rosiers grimpants et tu as beaucoup de glycine. Une glycine, ouais. Donc tout est à tailler. Oui. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites que vous voudriez dire par rapport à ce thème d'habiter la terre, d'habiter en habitat léger dans un jardin réensauvagé? C'est pas le cas ici, mais finalement au Placy aussi, vous avez un peu la même démarche. Ouais, la question que j'aime bien poser à la fin de mes épisodes, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont envie, qui seraient appelés par cette démarche-là, qui auraient envie de faire quelque chose qui ressemble à ça? Des conseils Moi, je pense qu'il faut rêver. Il faut vraiment que les gens rêvent. Et il ne faut pas s'interdire d'avoir une ambition telle que celle-là. Je pense que c'est très important d'avoir confiance et de rêver. Comme des enfants. Merci. T'en penses, toi? Je pense la même chose parce que j'avais des rêves et que je suis en train de réaliser actuellement plus en lien avec la construction. Genre, j'avais découvert la fabrication de bardeaux et j'adore le métier manuel. Et je me suis lancé dedans, même si ça peut paraître fou de l'extérieur. Donc là, oui, ça fait du bien de rêver et d'aller vers la réalisation de ses rêves et oser avoir confiance en soi. Tu as passé plusieurs années là à construire ta maison, c'est ça? Ça fait 1 an, ouais. Ça fait 1 an? Ouais, maintenant. C'était un rêve au début, oui. Aussi cette maison. Et petit à petit, ça s'est ancré. Comment tu t'es senti au fur et à mesure de la réalisation de ce rêve? Au fur et à mesure, je me rappelle déjà, j'ai pris conscience à la fin que quand je suis arrivé dans l'association, je ne savais pas utiliser une visseuse. Enfin, j'avais très peu de compétences et de confiance en moi. Et on peut montrer qu'en quelques années, bien sûr en participant à des chantiers, on peut gagner une énorme confiance et gagner aussi beaucoup de connaissances, compétences. Ça donne une grande confiance, une fierté aussi qu'on peut bâtir, construire sa maison. C'est assez fort, ouais, intérieurement. Et aussi c'était très riche, je pense l'expérience la plus forte émotionnellement aussi pour moi. Sur tous les points, à la fois des montagnes russes aussi, des fois il y a des moments de stress où des fois tu peux pas tout, tu fais des erreurs, mais aussi fort aussi d'arriver à accepter ces erreurs. Je conseille à beaucoup de monde de construire, pas forcément son habitat, mais construire des cabanes, enfin voilà, c'est aussi la construction au-delà du jardin, c'est lié. Ouais. Des fois, j'aime dire, des fois il faut se planter pour grandir. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi habiter la terre? Pour moi, habiter la terre, dedans je sens vraiment une notion de vivre ensemble. Et du coup ça m'amène vraiment une notion d'harmonie quand je me pose vraiment dans cette phrase habiter la terre. Je ressens vraiment quelque chose de très horizontal et ensemble, de plein de liens qui fonctionnent en harmonie. Et en fait, ça m'a beaucoup surprise, parce que du coup, j'ai fait un mémoire dans le cadre d'un DU en neurosciences. Et du coup, je me suis intéressée à cette question-là de l'influence du sensoriel
dans notre développement et notamment dans notre capacité d'attention à la base, en tout cas c'était ça. Et j'ai été choquée parce qu'en fait on connaît plein de choses. Enfin genre scientifiquement, l'humanité a quand même creusé dans beaucoup de domaines. Et je me suis fait surprendre par le fait qu'on connaisse quasiment rien sur nos sens. Alors il y a le sens de la vue qui est très sollicité dans notre culture, notamment aujourd'hui, qui du coup est celui sur lequel on a le plus d'infos. L'audition aussi, on a quand même quelques infos dessus. La base de la base, c'est que notre corps et notre système nerveux, ils sont programmés pour quoi ? Ils sont programmés pour vivre. De base, on a un programme pour vivre en nous, qui nous fait nous mouvoir dans le monde. Consciemment ou inconsciemment, dans tous les cas, c'est là. Et c'est là à un tel point que notre système nerveux reçoit constamment des informations de l'environnement extérieur, ainsi que de notre environnement intérieur. Et du coup, il agit en nous pour nous faire percevoir qu'il y a des signaux qui sont bons pour nous et d'autres qui ne sont pas bons pour nous. Et comment il fait ça ? Tout simplement, les signaux qui ne sont pas bons pour nous, du coup, ils vont se charger négativement dans le corps. Et du coup, physiologiquement, on a notre cœur qui accélère, on a notre respiration qui s'accélère aussi, la pression artérielle, le taux de cortisol qui monte. On a qui d'autre ? On a plusieurs paramètres en tout cas comme ça qui montent dans le corps, qui disent que ça va pas, en gros, physiologiquement. Et dans notre système nerveux, ce qui se passe, c'est que ça accélère, ça bug, ça dit que ça va pas, et du coup, on n'arrive plus à traiter les informations en profondeur. On reste en surface, on n'arrive pas à garder de l'attention, etc. Et du coup, on ne peut pas agir avec justesse finalement. A contrario, quand il a des signaux que tout va bien, et du coup, ça se détend, le cœur il se calme, la respiration elle se fait profonde, et on arrive à traiter les informations en profondeur, à les engrammer dans notre mémoire, etc. et à être présent à ce qui est là, en nous comme à l'extérieur de nous. Et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon ? Pour notre système nerveux, sa grille de lecture, c'est pour qu'on vive. Et pour qu'on vive, qu'est-ce qu'il nous faut ? Finalement, fondamentalement, on reste des êtres biologiques qui avons besoin fondamentalement du vivant parce que c'est lui qui fait qu'on est vivant. Et du coup, notre système nerveux analyse constamment nos environnements en fonction ou non de la qualité du vivant qui nous entoure. Et voilà, qu'on le veuille ou non, constamment. Lui, il lit ça et du coup, il agit sur les paramètres à l'intérieur de notre corps. Encore une fois, sur le système physiologique qui notamment fait monter le taux de cortisol, etc., qui vient faire des dommages en fait sur le plan physiologique pour signaler que ça ne va pas, et également le système nerveux, notre capacité d'attention, etc., qui bug. Et au contraire, il se détend quand tout va bien et qu'il y a du vivant. Et je suis certaine qu'en fait, vous tous, nous tous, ouais, et en fait, on le sent tous. Je dis ça et du coup, toi qui m'écoutes, je t'invite à juste t'amuser, à regarder autour de toi les différentes choses, matières, êtres qui sont là et sentir ce qui se passe dans ton corps. Si ça vient serrer, comprimer, mettre de la tension, te faire un peu bugger, accélérer, si tu sens ton cœur s'accélérer. Ou au contraire, sentir des endroits qui se détendent, la respiration qui se fait plus profonde, tu te sens te déposer. Et juste jouer avec ça, en tout cas je t'invite, et à sentir comment chaque élément t'influence, résonne avec toi. Et voilà, c'est tout le radar dont on a besoin, qui est plus qu'à portée de notre main parce que il est ce que nous sommes. Et il n'y a qu'à se relier à ça pour habiter pleinement. Comment ces informations que tu nous partages là peuvent aider à la transition agroécologique, ce bien grand mot Justement, pour moi, dans la notion d'agroécologie, il y a justement cette harmonie que j'en sens aussi dans habiter la terre. Je relie ça vraiment à cette recherche de vivre ensemble d'une manière qui soit juste et vertueuse pour l'autre comme pour soi, du coup, parce qu'en fait, on a besoin mutuellement de tout ce qui est là, présent sur cette planète. En fait, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte d'à quel point, en fait, ça m'a permis de valider ce que je ressens. Et je m'étais déjà ouverte à ma sensibilité. En fait, c'est avant tout la vie dont on a besoin. Notre système nerveux, il est fait pour ça. Et pour qu'on puisse
et être en bonne santé cognitivement, c'était mon premier axe, mais aussi physiquement, psycho-affectivement et socialement, on a besoin d'avoir des environnements autour de nous, des informations sensorielles qui nous entourent, qui sont elles aussi en bonne santé. Sinon, leur mauvaise santé va faire que notre système nerveux va bugger. Il va se dire que ça va pas, parce qu'il le sent, il le sait, et nous le savons tous. Et du coup, en fait, c'est l'indicateur le plus puissant, le plus universel. On partage tous ce patrimoine d'être des êtres vivants, qui ont besoin du coup du vivant. Et c'est là la chose la plus puissante, je pense, pour faire la bascule, en fait. De juste revenir habiter nos corps. Et on le sait très bien, en plus, quoi. Dans un prochain épisode, j'aimerais interviewer une paysanne ou un paysan qui vit en habitat léger, pour leur demander comment le fait d'habiter léger change leur rapport au vivant et donc leur pratique agricole. Et si vous posiez cette question aux fermes avec qui vous êtes en lien? Dans le prochain épisode, on aborde la question de la législation et de la désobéissance pour vivre en habitat léger. La manière dont nous œuvrons dans ce monde est profondément liée à notre santé. Vous trouverez à la suite de cet épisode un bonus, l'enregistrement de la table ronde santé et habitat léger, dans laquelle Paloma est intervenue. Sur le sujet de l'impact de nos habitats sur l'écosystème dans lequel on se niche, je vous suggère également d'aller regarder du côté des Kerter et de la notion d'impact bonifiant. Vous trouverez des photos et vidéos du Jardin des Saules dans un petit article illustratif et sur le compte Instagram Agroécologie Voyageuse. Les liens sont en description. Et voilà, ce reportage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous pouvez repartir. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous? Quels apprentissages sont en train de germer suite à l'écoute de ce reportage? S'il vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt. Et surtout, pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera vraiment du bien.